Evenedeux au brisé avant d'avoir 10 ans. Un enfant qui n'aurait pas dû survivre. Des os qui se plient comme des branches vertes sous le vent. Les guérisseurs disent qu'il mourra avant le premier hiver. Son père Ragnar Lodbrok, le viking le plus redouté de Scandinavie, regarde son fils nouveau-né et voit quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Il ne voit pas de faiblesse. Il voit une fureur pure concentrée dans un corps fragile qui défie toutes les lois de la nature. Nous sommes en 832 après Jésus-Christ, sur les côtes de ce que nous appelons aujourd'hui le Danemark. Une femme nommée Aslaug donne naissance au milieu de cris qui traversent les murs en bois. Les sages-femmes reculent en voyant le bébé. Ses jambes ne le soutiennent pas. Ses os semblent faits de cire molle. Elles murmurent entre elles des mots interdits. Malformation, malédiction des dieux. Certains suggèrent de l'abandonner dans la forêt selon l'ancienne coutume nordique. Ragnar Lodbrok entre dans la pièce. Sa présence remplit l'espace comme une tempête contenue. Il prend l'enfant dans ses bras énormes, avec une délicatesse que personne n'attendrait d'un homme qui a pillé la moitié de l'Angleterre. Le bébé ne pleure pas. Ses yeux bleus fixent son père avec une intensité surnaturelle. Ragnar sourit, un sourire terrible qui fait baisser les yeux des sages-femmes vers le sol couvert de peau. Il l'appelle Ivar. Ivar, In Beinlausi, en vieux norrois. Ivar, le désossé. Le nom est une insulte transformée en identité, mais cet enfant qui devrait mourir transformera cette insulte en le cri de guerre le plus terrifiant que les îles britanniques entendront jamais, car le handicap de son corps deviendra l'avantage le plus mortel qu'aucun guerrier viking n'ait jamais possédé. Les frères d'Ivar grandissent forts et grands comme des chênes. Björn Côte de Fer développe des muscles comme des pierres sous sa peau bronzée. Hvitserk se déplace avec la grâce d'un loup affamé. Sigurd, œil de serpent, s'entraîne à l'arc jusqu'à ce que ses flèches puissent traverser un bouclier à 100 pas. Tous apprennent à marcher, courir, sauter. Ivar les observe depuis le sol où il reste assis, immobile comme une statue de bois. Mais pendant que ses frères entraînent leur corps, Ivar entraîne quelque chose de bien plus dangereux. Son esprit passe des heures à écouter les skalds, les poètes anciens qui mémorisent les sagas des générations passées. Il apprend chaque bataille que Ragnar a livrée, chaque stratégie qui a fonctionné, chaque erreur qui a coûté des vies. Il mémorise les routes commerciales, les alliances politiques, les faiblesses cachées de chaque jarl. De la Norvège au Danemark, son cerveau devient un arsenal. À 8 ans, Ivar peut déjà désarmer verbalement n'importe quel homme adulte. Sa langue coupe plus profondément que n'importe quelle épée forgée dans les forges de Kattegat. Les guerriers de Ragnar apprennent à le craindre autant qu'à le respecter, car Ivar a un don sinistre pour trouver l'insécurité secrète de chaque homme et l'enfoncer comme un couteau entre les côtes. Personne n'ose se moquer de ses jambes après qu'il a humilié publiquement 3 guerriers expérimentés. Ragnar observe le développement de son fils avec une fascination croissante. Il sait qu'il a engendré quelque chose d'unique. Les autres garçons peuvent devenir de bons guerriers, peut-être même des jarls respectables, mais Ivar sera différent. Il sera le genre de chef que les hommes suivent vers la mort, sans imposer de questions. Le genre d'ennemi qui garde les rois chrétiens éveillés pendant les nuits sombres et longues de l'hiver britannique. Le moment décisif arrive quand Ivar fête ses 11 ans. Ragnar réunit ses fils dans le grand hall de Kattegat. Les torches projettent des ombres dansantes sur les murs décorés de boucliers capturés au combat. Ragnar leur présente un défi simple mais brutal. Ils doivent planifier un raid contre un monastère fortifié en Northumbrie. Le fils, dont le plan sera le meilleur, dirigera la prochaine expédition royale aux côtés de son père légendaire. Björn propose un assaut frontal avec des béliers et des échelles, la force brute contre la pierre. Hvitserk suggère une attaque nocturne profitant de l'obscurité et du facteur surprise. Sigurd parle d'assiéger l'endroit jusqu'à ce que la faim les force à se rendre.
Tous des plans solides exécutés 1000 fois auparavant par 1000 générations de Vikings qui ont pillé ces côtes chrétiennes pendant plus d'un siècle entier sans relâche. Alors Ivar parle. Sa voix est calme, mais chaque mot tombe comme une pierre dans l'eau immobile. « Nous n'attaquerons pas le monastère, dit-il. Nous les laisserons venir à nous. » Les hommes, dans le hall, échangent des regards confus. Ragnar se penche en avant sur son trône de bois sculpté. Ses yeux brillent du même feu que celui qui brûle dans les torches. « Continue !» ordonne-t-il à son fils. Et Ivar déploie son plan avec la précision d'un maître skald récitant une saga. Ancienne, ils enverront des messagers aux villageois proches du monastère. Ils leur diront qu'un petit groupe de Vikings a fait naufrage sur la côte. Seulement 20 hommes sans provisions ni armement lourd. Les moines chrétiens, toujours soucieux de démontrer leur piété et de gagner la faveur de leur Dieu, organiseront une expédition de sauvetage pour capturer ces Vikings vulnérables et les convertir. Mais quand les moines et leurs gardes armés arriveront sur la côte, ils ne trouveront pas 20 hommes affamés, mais 200 guerriers vikings cachés dans les forêts environnantes. Les chrétiens seront piégés entre la mer et l'épée. Leurs meilleurs guerriers seront loin du monastère. Les défenses resteront presque vides. Alors, la véritable armée viking attaquera le monastère depuis le côté opposé. Ils le prendront sans perdre un seul homme sur les murailles défensives. Le silence dans le grand hall est absolu. Les guerriers traitent ce qu'ils viennent d'entendre. Ce n'est pas seulement un plan militaire, c'est un piège psychologique parfait. Ils utilisent les croyances chrétiennes contre eux-mêmes. Ils transforment leur supposée vertu en leur faiblesse la plus exploitable. Ragnar Lodbrok frappe son poing contre l'accoudoir de son trône. Le bois craque sous l'impact. Le son résonne comme un tonnerre contenu entre des murs trop étroits. C'est Ivar qui dirigera ce voyage, déclare Ragnar. Les protestations éclatent immédiatement. Les frères aînés argumentent. Les guerriers expérimentés objectent. Comment un enfant infirme peut-il commander un raid? Comment arrivera-t-il ne serait-ce qu'au bateau? Comment maintiendra-t-il le respect d'hommes qui ont tué depuis avant sa naissance? Ragnar lève une main énorme et le silence tombe de nouveau comme la neige sur un cimetière gelé. Ils construiront un bouclier spécial pour Ivar, pas un bouclier commun que l'on tient avec le bras gauche pendant que la droite brandit une épée. Ce bouclier sera une plateforme mobile avec des roues en bois renforcé de fer. Ivar s'assiera dessus, comme un jarl sur son trône. 4 hommes le traîneront au combat en utilisant des cordes de chanvre tressées aussi épaisses que des poignets humains. De cette position élevée, il dirigera la bataille avec une vue complète du champ. Les forgerons de Kattegat travaillent pendant 7 jours et 7 nuits sans repos. Le martèlement constant du métal chaud contre l'enclume devient le battement de cœur du peuple entier. Il forge quelque chose qui n'a jamais existé auparavant dans l'histoire viking. Un char de guerre personnel, conçu spécifiquement pour transformer la plus grande faiblesse d'un homme en sa caractéristique la plus distinctive et mémorable. Quand il termine, la construction est un chef-d'œuvre brutal d'ingénierie nordique primitive, mais efficace. Le bouclier-char a une forme circulaire de 2 mètres de diamètre. La surface est recouverte de cuir de bœuf durci et renforcée par des bandes de fer qui se croisent en formant des motifs géométriques. Au centre, il y a un siège rembourré de peau de loup où Ivar peut s'asseoir les jambes croisées. 4 anneaux de fer soudés sur les bords permettent aux cordes de traction d'être connectées. Les roues sont petites mais résistantes, faites de chêne massif avec des cerclages métalliques. Ivar essaie son nouveau trône mobile sur les champs d'entraînement à l'extérieur de Kattegat. Les guerriers tirent sur les cordes, tandis qu'il reste assis au centre, dirigeant les mouvements avec des gestes précis de ses mains. Gauche, droite, avancer, s'arrêter, tourner. Les hommes apprennent rapidement à interpréter chaque signal comme s'ils étaient des extensions du cerveau d'Ivar. Le système fonctionne avec une efficacité qui surprend même les plus sceptiques dans les rangs vikings. Mais Ivar ne se contente pas d'être simplement transporté comme une charge inerte. Il exige des armes conçues pour sa position unique au combat. Les forgerons créent des lances avec des
manches extra longues qu'il peut jeter depuis sa hauteur élevée, des haches de main parfaitement équilibrées pour le lancer à courte distance, un arc composite qu'il peut tirer depuis une position assise. Chaque arme est calibrée pour compenser son manque de mobilité par une portée et une précision mortelles. Les semaines passent et Ivar s'entraîne inlassablement. Son torse supérieur se développe jusqu'à devenir grotesquement musclé en contraste avec ses jambes inutiles. Ses bras peuvent briser des planches de bois d'un seul coup. Il peut se traîner sur le sol en utilisant seulement ses mains plus vite que beaucoup d'hommes ne peuvent courir. Il développe une résistance à la douleur qui frôle l'inhumain. Les guerriers le voient se traîner sur du verre brisé pendant les entraînements sans émettre un seul gémissement d'inconfort. Le moment de partir pour la Northumbrie arrive. 15 navires longs partent de Kattegat, voiles déployées, capturant le vent du nord. Ragnar Lodbrok voyage sur le navire principal aux côtés d'Ivar et de ses frères aînés. La mer est agitée mais navigable. Les vagues frappent les coques en bois, produisant ce son rythmique que tout viking connaît depuis l'enfance. C'est le son de l'aventure, du pillage, de la gloire qui attend au-delà de l'horizon gris. Pendant la traversée, Ivar étudie des cartes dessinées sur des peaux de moutons tannés. Il mémorise chaque baie, chaque rivière, chaque point où la côte britannique est vulnérable à des débarquements rapides. Ses frères s'entraînent avec des épées sur le pont. Ivar pratique quelque chose de différent. Il s'entraîne à lire les visages. Il observe chaque guerrier sur les bateaux. Il identifie qui est loyal, qui est ambitieux, qui suivra les ordres sans les remettre en question, qui aura besoin d'être contrôlé par la peur ou une manipulation calculée. Il débarque sur une plage de sable noir 3 jours plus tard. Les bateaux sont traînés jusqu'au rivage avec ce son râpeux de bois contre la pierre, qui annonce l'arrivée des hommes du Nord. Les Vikings sautent dans l'eau froide jusqu'aux genoux et commencent à décharger les provisions. Ivar est descendu sur son bouclier-char avec un soin cérémoniel. Ses pieds ne touchent jamais l'eau salée. Il est déjà assis sur son trône quand les premiers éclaireurs reviennent avec des informations sur le monastère cible. Le plan s'exécute exactement comme Ivar l'a conçu dans le grand hall de Kattegat des semaines auparavant. Les messagers vikings, déguisés en marchands nordiques pacifiques, s'approchent des villages voisins. Ils racontent des histoires élaborées sur des compagnons naufragés qui ont besoin de l'aide chrétienne. Les villageois, craintifs mais obligés par leur foi, portent la nouvelle au monastère de Lindisfarne. L'abbé, un homme nommé Egbert, convoque un conseil d'urgence pour décider quoi faire de ces païens apparemment vulnérables. Le piège est prêt. Les moines de Lindisfarne, accompagnés de 40 guerriers saxons armés de lances et de boucliers, marchent vers la côte où sont censés attendre les vikings naufragés. Ils portent des chaînes pour enchaîner les prisonniers. Ils emmènent des prêtres pour commencer les conversions immédiates. Ils portent une arrogance dangereuse, née de la croyance que leur Dieu chrétien les protégera de tout danger pendant qu'ils accomplissent leur œuvre pieuse et miséricordieuse. Ils marchent directement vers leur propre anéantissement. Quand ils arrivent à la plage indiquée, ils trouvent effectivement 20 vikings attendant près d'un petit feu. Les Saxons avancent avec confiance. Les chaînes tintent dans leurs mains. Alors, la forêt environnante explose en mouvement. 200 guerriers vikings émergent comme des loups sortant de tanières cachées. Le cri de guerre nordique déchire l'air de l'après-midi britannique avec une violence acoustique pure. La massacre dure moins de 20 minutes. Les Saxons sont complètement encerclés sans possibilité de fuite ou de formation défensive adéquate. Ils tentent de se regrouper, mais la panique les consume. Certains courent vers la mer et se noient dans la tentative désespérée de nager vers nulle part. D'autres tombent avec des haches vikings enterrées dans leur crâne. L'abbé Egbert meurt avec une expression de surprise figée sur son visage, tandis que son sang trempe ses vêtements monastiques blancs jusqu'à les rendre cramoisis sombres. Pendant que cette boucherie se déroule sur la plage, Ivar mène le deuxième groupe de guerriers vers le monastère, maintenant sans protection. Son bouclier-char roule sur le chemin de terre avec ses porteurs courant à vitesse d'attaque totale.
Ivar est devant comme une figure impossible, un enfant infirme menant des hommes de guerre expérimentés vers le pillage. Les moines restants à Lindisfarne entendent le vacarme de leur arrivée et s'enferment dans la chapelle principale, priant avec ferveur pour des miracles qui n'arriveront pas. Les portes du monastère sont solides, mais elles ne sont pas conçues pour résister à un assaut viking déterminé. Les guerriers utilisent un tronc comme bélier improvisé. Ils frappent une, deux, trois fois contre le bois renforcé. Les charnières de fer gémissent. Au quatrième coup, les portes éclatent vers l'intérieur, dans une explosion d'éclats et de poussière. Les Vikings inondent la cour intérieure en hurlant comme des bêtes libérées de cages trop petites pendant trop longtemps. Ivar entre dans le monastère, sur son bouclier-char, comme un empereur conquérant entrant dans une ville vaincue. Les moines restants s'agenouillent dans la chapelle, les mains jointes en prière, désespérés. Leur voix récite des psaumes en latin qui résonnent contre les murs de pierre froide. Ivar observe la scène avec une expression impassible. Il ne ressent ni compassion ni cruauté. Il ressent une curiosité clinique pour ces créatures étranges qui adorent un dieu cloué sur du bois. Il ordonne à ses hommes de séparer les moines en deux groupes, les vieillards et malades à gauche, les jeunes et forts à droite. Les Vikings obéissent en traînant les religieux par leurs habits sombres. Certains moines pleurent, d'autres maintiennent leurs prières d'une voix tremblante mais continue. Ivar pointe le groupe de droite. « Ceux-ci vivront », déclare-t-il. « Ils seront vendus comme esclaves sur les marchés de Dublin, où ils obtiendront un bon prix pour être alphabétisés et formés aux travaux administratifs. » Le groupe de gauche reçoit une mort rapide. Les haches vikings tombent avec une efficacité brutale. Il n'y a pas de torture ni de prolongation inutile de la souffrance. Ivar n'apprécie pas la violence pour elle-même. Il la voit comme un outil pratique pour atteindre des objectifs spécifiques. Les corps tombent sur le sol de pierre de la chapelle. Le sang court entre les fissures, formant de petites rivières cramoisies qui coulent vers les égouts où normalement ne coule que l'eau de pluie accumulée. Les trésors du monastère sont inconsidérables. Calices d'or décorés d'incrustations de pierres précieuses, manuscrits enluminés avec des illustrations élaborées qui ont pris des années à être complétés. Reliquaires d'argent contenant des fragments d'os de saints morts il y a des siècles. Tapisseries brodées au fil d'or représentant des scènes bibliques. Les Vikings empaquettent tout méthodiquement. Ils ne détruisent pas pour détruire. Chaque objet a de la valeur sur les marchés scandinaves où ces artefacts chrétiens sont considérés comme des curiosités exotiques fascinantes. Mais Ivar trouve quelque chose de plus précieux que l'or. Dans la bibliothèque du monastère, il découvre des parchemins contenant des cartes détaillées de toute la Northumbrie, des routes commerciales, des emplacements d'autres monastères tout aussi riches, des forteresses saxonnes avec des annotations sur le nombre de guerriers stationnés dans chacune. Les moines ont documenté méticuleusement leur propre royaume, sans imaginer que cette information tomberait entre des mains ennemies. Ivar enroule ses parchemins avec un soin presque révérencieux et les range dans un tube de cuir scellé. Le pillage complet de Lindisfarne prend 3 jours. Les Vikings établissent un campement temporaire à l'intérieur des murs du monastère. Ils mangent la nourriture stockée, dorment dans les cellules des moines. Certains s'enivrent avec le vin de communion trouvé dans des tonneaux de chêne dans les caves souterraines. Ivar ne boit pas. Il garde son esprit clair en observant tout, prenant des notes mentales sur quels guerriers maintiennent la discipline et lesquels deviennent inutiles quand l'alcool inonde leur système. Ragnar Lodbrok arrive le 3e jour après avoir sécurisé la zone côtière. Il entre dans le monastère et trouve son fils assis sur l'ancien trône de l'abbé. Ivar a organisé le butin en piles catégorisées par valeur et portabilité. Il a interrogé personnellement chaque moine survivant, extrayant des informations sur les défenses saxonnes dans la région. Il a établi des tours de garde efficaces pour prévenir une contre-attaque surprise. Ragnar regarde son fils de 11 ans et voit quelque chose qui le remplit simultanément de fierté et d'une appréhension indéfinissable. Le voyage de retour à Kattegat est triomphal. Les 15 navires longs,
naviguent lourds de trésors et d'esclaves. Les Vikings chantent des chansons de victoire qui s'entendent à des kilomètres de distance sur les vagues sombres. Ivar reste à la éproue du navire principal, observant l'horizon où le ciel gris rencontre la mer encore plus grise. Son esprit n'est plus à Lindisfarne, il planifie déjà le prochain raid, la conquête suivante, l'étape suivante sur une échelle que lui seul peut voir entière. À Kattegat, la nouvelle de son succès se répand comme un feu dans une forêt sèche. L'enfant infirme, qui n'aurait pas dû survivre à son premier hiver, a dirigé l'un des raids les plus réussis depuis des années. Les skalds commencent à composer des chansons sur Ivar le désossé. Les histoires s'exagèrent à chaque répétition. On dit qu'il peut tuer un homme juste en le regardant. On dit que les dieux lui ont ôté les jambes pour compenser le fait de lui avoir donné un cerveau trop puissant pour un corps normal. Les années suivantes transforment d'Ivar d'enfant prodige en véritable chef militaire. À 15 ans, il a participé à 12 raids réussis. À 18 ans, il commande ses propres flottes indépendantes. Sa réputation grandit jusqu'à atteindre des proportions presque mythiques. Les Saxons apprennent à craindre le nom d'Ivar, autant qu'ils ont craint le nom de Ragnar. Mais tandis que Ragnar était prévisible dans sa férocité directe, Ivar est imprévisible. Il attaque depuis des angles inattendus en utilisant des tactiques que personne n'anticipe avant qu'il ne soit trop tard. En l'an 856 après Jésus-Christ, Ragnar Lodbrok décide de réaliser son raid le plus ambitieux. Il prévoit d'attaquer le Wessex directement, le royaume saxon le plus puissant de toute l'Angleterre. Le roi Ael de Northumbrie a fortifié ses côtes après des décennies d'attaques vikings. Mais Ragnar croit qu'avec assez de bateaux et de guerriers, il peut briser ses défenses et piller les villes riches de l'intérieur. C'est un plan audacieux qui pourrait faire de lui le viking le plus légendaire qui ait jamais existé. Ivar met en garde contre ce raid. Il a étudié les cartes volées de Lindisfarne. Il a interrogé assez d'esclaves saxons pour comprendre la véritable force militaire du Wessex. Il sait que les défenses côtières ne sont que la première couche. À l'intérieur des terres attendent des armées saxonnes entraînées spécifiquement pour combattre les tactiques vikings. Ragnar marche vers un piège. Mais Ragnar Lodbrok est vieux maintenant, et il a besoin d'une dernière gloire avant que la mort ne l'atteigne. Père et fils discutent pendant des heures dans le grand hall de Kattegat. La tension entre eux est palpable, comme l'électricité avant un orage. Ragnar soutient que l'audace a toujours fonctionné. Ivar contre-argumente avec des chiffres froids et une analyse tactique. Aucun ne convainc l'autre. Finalement, Ragnar prend sa décision. Il ira au Wessex avec ou sans le soutien d'Ivar. C'est son destin, déclare-t-il. Les dieux l'appellent à réaliser ce dernier exploit impossible qui cimentera son nom dans l'éternité. Ivar regarde son père partir avec seulement 2 bateaux et 120 guerriers. C'est une force ridiculement petite pour la tâche proposée. Ragnar le sait, tout le monde le sait, mais il y a quelque chose de suicidaire dans cette expédition qui fascine les Vikings. L'idée de mourir glorieusement au combat contre des probabilités impossibles a plus d'attrait que de vivre des années supplémentaires dans une paix ennuyeuse. Ivar ne partage pas ce romantisme. Lui préfère la victoire à la gloire. Il préfère survivre à mourir héroïquement. Les semaines passent, sans nouvelles, puis les mois. Finalement, arrive un bateau saxonne avec des ambassadeurs du roi Ael. Ils apportent un message et une preuve. Le message est simple. Ragnar Lodbrok est capturé. Il sera exécuté publiquement à York dans 1 mois. La preuve est un anneau en or que Ragnar portait toujours. Un anneau qu'Ivar reconnaît immédiatement. Son père est entre des mains ennemies, attendant une mort que les Saxons rendront la plus humiliante et douloureuse possible. Les ambassadeurs saxons attendent une réponse dans le grand hall de Kattegat. Ce sont 3 hommes vêtus de vêtements fins qui contrastent avec la rusticité viking environnante. Le chef de la délégation est un noble nommé Wulfhere, un homme d'âge moyen avec des cicatrices de bataille traversant son visage comme des cartes de vieille guerre.
Il parle un Norrois rudimentaire appris pendant des années de commerce et de conflits avec les envahisseurs du Nord. Son message est clair et calculé pour provoquer exactement la réaction désirée. Le roi Ael offre la clémence si les fils de Ragnar jurent de ne plus jamais attaquer les terres saxonnes. Ragnar sera libéré et pourra mourir chez lui, parmi son peuple. Mais s'il rejette cette offre, Ragnar mourra dans la fosse aux serpents, une mort traditionnelle saxonne réservée aux pires criminels. Des centaines de vipères venimeuses le mordront simultanément. Son agonie durera des heures, tandis que le venin détruira son corps de l'intérieur. Wulfhere décrit ces détails avec un plaisir à peine contenu brillant dans ses yeux gris et froid. Bjorn Côte de Fer bondit en avant, la main sur la poignée de son épée. Son visage est rouge de fureur contenue. Hvitserk le suit, prêt pour la violence immédiate. Sigurd reste calme, mais sa mâchoire serrée révèle la tempête intérieure qui le consume. Les trois frères aînés veulent tuer ces ambassadeurs saxons ici même, transformer le grand hall en abattoir, envoyer leur tête en retour à Ael comme réponse définitive à son offre insultante et humiliante. Ivar lève une main. Le geste est petit, mais son autorité arrête ses frères net. Personne ne bouge, personne ne respire. Le hall entier attend sa réaction. Ivar fixe Wulfhere pendant de longues secondes qui s'étirent comme des cordes d'arc tendues au maximum. Puis, il parle d'une voix si calme qu'elle oblige tout le monde à se pencher en avant pour entendre chaque mot chargé de sens caché et de menaces voilées. « Dites à votre roi que nous acceptons ces termes, » dit Ivar. Les frères explosent en protestations immédiates. Bjorn, au cri à la trahison. Hvitserk accuse Ivar de lâcheté. Sigurd regarde simplement avec un mépris évident. Les guerriers dans le hall murmurent entre eux, confus et horrifiés. Le fils de Ragnar Lodbrok se rendra sans combattre. Le viking qui n'a jamais perdu une bataille abandonnera simplement son père à la mort la plus humiliante imaginable. Cela contredit tout ce que représente leur culture. Mais Ivar ignore les protestations. Il continue de parler directement à Wulfhere avec ce même calme antinaturel. Nous jurerons la paix sur les anneaux sacrés, selon la tradition nordique. Nous n'attaquerons plus jamais la Northumbrie, ni le Wessex. Nos bateaux éviteront les côtes saxonnes, comme si elles étaient maudites par les dieux eux-mêmes. Nous libérerons tous les esclaves saxons en notre pouvoir, comme geste de bonne volonté. Wulfhere sourit, satisfait. Il a réussi l'impossible. Il a plié l'orgueil viking par une simple intimidation calculée et bien exécutée. Les ambassadeurs saxons partent le lendemain avec le message de reddition. Leurs bateaux disparaissent à l'horizon marin, emportant avec eux ce qu'ils croient être une victoire diplomatique historique. Les Saxons célébreront. Le roi Ael se vantera d'avoir brisé la puissance viking, sans même lever une épée. Il exécutera Ragnar comme avertissement aux futurs envahisseurs. Les chroniques chrétiennes enregistreront ce moment comme le début de la fin de la menace nordique sur l'Angleterre chrétienne et civilisée. Mais, à peine les Saxons sont-ils hors de vue qu'Ivar convoque ses frères à une réunion privée. Les quatre s'enferment dans la salle du conseil où Ragnar avait l'habitude de planifier ses campagnes. Les murs sont décorés de cartes et d'armes capturées. Le silence initial est dense d'accusations non prononcées. Bjorn est le premier à parler. Sa voix est chargée de venin. « Comment as-tu pu, demande-t-il, comment as-tu pu condamner notre père à cette mort sans honneur ni gloire ?» Ivar sourit. Ce n'est pas un sourire joyeux, mais quelque chose de bien plus sombre. Une expression qui fait même reculer Bjorn d'un demi-pas, involontairement. « Père est déjà mort, » dit Ivar. Rien de ce que nous ferons ne changera cela. Ael l'exécutera. Peu importe ce que nous répondons, notre seul choix est comment utiliser sa mort. Nous pouvons mourir en le vengeant stupidement comme des guerriers impulsifs, ou nous pouvons transformer son martyre en le carburant qui allumera la conquête totale de l'Angleterre, entière jusqu'à ses fondations chrétiennes. Les frères écoutent, tandis qu'Ivar déploie son véritable plan. Oui, ils jureront la paix. Oui, ils libéreront des esclaves.
Ils feront chaque concession que les Saxons exigent. Ils sembleront complètement vaincus et domestiqués. Les Saxons baisseront leur garde, les défenses côtières se relâcheront, les armées se disperseront. L'Angleterre respirera soulagée, croyant que la menace viking est enfin terminée après des décennies de terreur constante. Alors ils attaqueront avec une force jamais vue auparavant dans ces îles. Mais ce ne sera pas seulement un raid de pillage, ce sera une invasion de conquête totale. Ivar enverra des messagers à tous les jarls de Scandinavie. Il leur racontera la mort humiliante de Ragnar Lodbrok, le viking le plus célèbre qui ait jamais vécu. Il réveillera la soif de vengeance dans chaque guerrier de la Norvège au Danemark. Il les unira sous une seule cause. Ils ne viendront pas avec 15 bateaux, ni 50. Ils viendront par centaines. Ils apporteront non seulement des guerriers, mais des colons, des familles, des forgerons, des bâtisseurs. Ce sera la grande armée païenne, une force d'invasion massive, conçue non pour piller et se retirer, mais pour rester de façon permanente. Ils conquerront des royaumes entiers, établiront des colonies permanentes, transformeront l'Angleterre de terre chrétienne en territoire viking. La mort de Ragnar ne sera pas la fin, mais le commencement. Son sang versé dans la fosse aux serpents arrosera les graines d'un empire nordique qui durera des générations. Les Saxons, qui célèbrent maintenant, pleureront pendant des siècles ce qu'ils ont déclenché en tuant le père d'Ivar. Les frères traitent cette vision en silence. Lentement, leurs expressions changent de la fureur à la compréhension. Björn hoche la tête le premier, puis Hvitserk. Même Sigurd, qui a toujours méprisé Ivar pour des raisons que personne ne comprend complètement, reconnaît la brillance cruelle du « Eblan ». Ce n'est pas seulement de la vengeance, c'est de la vengeance transformée en stratégie. C'est de la douleur convertie en pouvoir. C'est la défaite apparente qui cache la victoire future, plus grande qu'aucun viking n'ait jamais rêvé dans ses fantasmes les plus ambitieux. Les semaines suivantes sont un théâtre soigneusement chorégraphié. Les fils de Ragnar jurent la paix sur des anneaux sacrés lors de cérémonies publiques. Ils libèrent des esclaves saxons qui retournent en Angleterre en Pinciensan, racontant des histoires sur des vikings domestiqués et repentants. Ivar envoie même des cadeaux coûteux au roi Ael, des objets précieux pillés ailleurs, présentés comme tribut de peuples conquis reconnaissant la suprématie saxonne. Chaque geste est conçu pour renforcer l'illusion d'une reddition complète et permanente. Pendant ce temps, des messagers secrets voyagent dans toute la Scandinavie. Ils visitent chaque jarl important, racontent l'histoire de Ragnar Lodbrok jeté dans la fosse au Serpent. Ils décrivent sa mort lente et agonisante. Ils expliquent comment les Saxons ont ri pendant que le plus grand héros des Nordiques mourait empoisonné et humilié. L'histoire se répand comme une maladie contagieuse. La fureur grandit dans chaque hall, dans chaque village, dans chaque cœur viking qui entend le récit terrible. Les jarls commencent à arriver à Kattegat, d'abord en petits groupes, puis en plus grand nombre. Ils apportent des guerriers, des bateaux, des provisions. Le port se rempli de dracars de toutes les régions scandinaves, des voiles, aux symboles de clans différents, flottent au vent. C'est une réunion sans précédent. Des ennemis anciens se rencontrent face à face, unis par un but commun. La vengeance, pour Ragnar Lodbrok, transcende toutes les disputes antérieures et rivalités historiques qui maintiendraient normalement ces hommes séparés ou luttant entre eux. Ivar convoque un conseil de guerre dans le grand hall de Kattegat. Plus de 50 jarls se réunissent sous le toit de bois sculpté. Chacun représente des territoires différents avec des intérêts propres et des ambitions personnelles. Certains viennent pour une vengeance authentique, d'autres cherchent gloire et butin. Plusieurs veulent simplement éviter d'être exclus de ce qui promet d'être la plus grande expédition militaire de l'histoire viking. L'air sent la sueur, le cuir mouillé et la tension à peine contenue entre des hommes habitués à commander. Ivar entre sur son bouclier-char, traîné par aux 4 guerriers massifs. Le hall tombe dans un silence absolu. Tous les yeux se fixent sur cette figure impossible.
un homme de 24 ans qui n'a jamais marché, mais qui a conquis plus de territoire que beaucoup des jarls présents réunis. Sa réputation le précède comme une ombre plus grande que son corps physique. Les rumeurs disent qu'il peut lire dans les pensées, prédire les batailles avant qu'elles n'arrivent, manipuler les événements comme s'il était un dieu jouant avec des pièces sur un échiquier invisible. Il parle sans préambule ni courtoisie diplomatique inutile. Votre père est mort, les Saxons célèbrent. L'Angleterre croit que les Vikings sont domptés comme des chiens. Il est temps de leur apprendre leur erreur. Mais ce ne sera pas un raid traditionnel. Nous ne pillerons pas pour nous retirer comme des fantômes dans la nuit. Nous conquérons et nous resterons comme des conquérants qui transforment les territoires ennemis en possession permanente. L'Angleterre deviendra une terre viking ou brûlera dans la tentative de résister à l'inévitable. Les jarls murmurent entre eux, en évaluant ces paroles. Certains hochent la tête avec une approbation immédiate, d'autres froncent les sourcils, sceptiques. Un jarl nommé Guthrum se lève. C'est un homme énorme avec une barbe rousse qui lui arrive à la poitrine. Il pose la question évidente. Qui dirigera cette force? Sous quelle autorité tant d'hommes indépendants s'uniront-ils? Les Vikings ne reconnaissent pas de roi, eux suprêmes. Chaque jarl est souverain sur son territoire. L'idée de se subordonner à un chef unique contredit des siècles de traditions nordiques basées sur l'indépendance tribale. Ivar s'attendait à cette question. Il ne propose pas de leadership unique. Il propose un conseil d'égaux où chaque jarl important a une voix. Les décisions stratégiques majeures seront votées, mais sur le champ de bataille, l'autorité sera absolue pour celui qui commandera ce jour-là. Les commandants tourneront selon les forces nécessaires. S'ils affrontent la cavalerie saxonne, Bjorn commandera. S'ils ont besoin de sièges, Hvitserk prendra le contrôle. S'ils ont besoin d'une stratégie complexe, Ivar dirigera. C'est un système hybride qui respecte l'orgueil viking tout en maintenant l'efficacité militaire nécessaire. Le débat dure des heures. Les jarls négocient, argumentent, menacent, promettent. Certains exigent des territoires spécifiques quand l'Angleterre tombera. D'autres veulent des garanties sur le partage du butin. Plusieurs insistent pour maintenir une autonomie totale sur leurs propres guerriers. Ivar concède sur des points mineurs tout en maintenant ferme sa vision centrale. Il a besoin de cette alliance, mais pas à n'importe quel prix. Si certains jarls rejettent ces termes, il continuera sans eux. Sa détermination est si évidente qu'elle intimide même les plus têtus. Finalement, ils atteignent un consensus. Ils formeront la grande armée païenne sous une structure de commandement et un partagé. Ils s'engagent à 3 ans de campagne continue en Angleterre. Ils ne retourneront pas en Scandinavie avant d'avoir conquis au moins 2 royaumes saxons majeurs. Ils scellent le pacte en sacrifiant un taureau lors d'un rituel ancien. Le sang de l'animal trempe la terre du grand hall. Les jarls y trempent leurs mains et jurent sur leurs anneaux sacrés. Le pacte est scellé avec des méthodes qu'aucun viking ne romprait sans perdre son honneur éternellement. La préparation prend 6 mois, complet. Les forgerons travaillent sans relâche, forgeant armes et armures pour des milliers de guerriers. Les constructeurs navals réparent de vieux bateaux et construisent de nouveaux dracars, conçus pour transporter non seulement des guerriers, mais aussi des chevaux, des provisions pour des mois, des machines de siège. Les femmes tissent de nouvelles voiles et conservent des tonnes de viande et de poissons. Kattegat se transforme en une machine de guerre, opérant à pleine capacité jour et nuit sans pause. Ivar supervise chaque détail personnellement. Il inspecte les forges, vérifiant la qualité de chaque épée. Il révise les inventaires de provisions, s'assurant qu'aucun bateau ne parte sans assez de nourriture. Il interroge des esclaves saxons récemment capturés, extrayant des informations mises à jour sur les défenses britanniques. Son attention aux détails frôle l'obsession. Rien n'est laissé au hasard. Aucun élément n'est trop petit pour son examen minutieux. La perfection n'est pas une aspiration, mais une exigence minimale acceptable. Pendant ces mois arrivent des nouvelles d'Angleterre. Le roi Ael a effectivement exécuté Ragnar dans la fosse aux serpents. Les récits varient sur ses dernières paroles.
Certains disent qu'il a maudit les Saxons. D'autres affirment qu'il a chanté des chansons vikings pendant que le venin le tuait. Tous s'accordent à dire qu'il est mort sans montrer de peur visible. Son corps a été jeté dans une fosse commune, sans cérémonie ni honneur. Les Saxons voulaient nier même la dignité basique d'un enterrement approprié pour leur ennemi le plus célèbre. Cette nouvelle allume la fureur finale dont Ivar avait besoin. Les guerriers qui doutaient encore exigent maintenant la vengeance. Les jarls qui demandaient plus de temps pressent maintenant pour partir immédiatement. La marée émotionnelle a tourné complètement en faveur d'Ivar. Il n'a plus besoin de convaincre personne. Le momentum propre des événements pousse maintenant l'invasion vers l'avant avec une force imparable. Il ne reste plus qu'à lever l'ancre et transformer l'Angleterre en un champ de bataille massif qui décidera du destin des générations futures. La grande armée païenne prend la mer au printemps de l'année 865 après Jésus-Christ. Ce ne sont pas 15 bateaux ni 50, ce sont plus de 300 dracars étendus le long de l'horizon marin comme une plaie de bois et de voiles. Chaque bateau transporte entre 30 et 50 guerriers complètement armés. Les calculs, les plus conservateurs situent la force d'invasion à au moins 10 000 hommes. C'est la plus grande flotte viking jamais réunie avec un but unifié et coordonné. Ivar voyage sur le navire principal avec ses frères. Son bouclier-char est sécurisé sur le pont central. Pendant la traversée, il étudie les cartes volées de Lindisfarne. Il a mémorisé chaque détail des années auparavant, mais il les révise constamment, cherchant des avantages que d'autres ne verraient pas. Son esprit fonctionne comme les roues de son char, toujours en train de tourner, toujours en train d'avancer, même quand son corps reste statique. Les guerriers l'observent avec un mélange de respect et de superstition primitive difficile à quantifier. Ils débarquent en Est-Anglie, le royaume saxon le plus oriental d'Angleterre. Le roi Edmund gouverne ses terres avec justice, mais peu d'expérience militaire réelle. C'est un homme pieux qui préfère la diplomatie à la guerre. Ses défenses côtières sont minimes. Les Saxons locaux observent terrorisés, tandis que des centaines de bateaux vikings remplissent chaque baie disponible. Le ciel s'assombrit avec la fumée des feux de camp qui s'étendent sur des kilomètres à l'intérieur des terres depuis la côte envahie. Edmund envoie des émissaires pour négocier. Ils arrivent au camp viking avec des offrandes d'or et des promesses de tribut annuelles si les envahisseurs partent simplement. Ivar les reçoit assis sur son bouclier-char élevé comme un juge au tribunal. Il écoute leurs offres avec une expression impénétrable, puis il répond avec des mots que les émissaires rapporteront à Edmund. « Nous ne sommes pas venus pour l'or, nous sommes venus pour la terre. Nous n'accepterons pas de tribut. Nous prendrons des royaumes. Le roi peut se rendre maintenant ou mourir en résistant. Ce sont les seules options disponibles. » Les émissaires retournent horrifiés à la cour d'Edmund. Le roi convoque ses conseillers pour décider de la réponse appropriée. Certains argumentent pour une reddition immédiate pour sauver des vies. D'autres exigent la résistance jusqu'à la mort. Edmund est un chrétien dévot qui croit au martyr et au jugement dernier. Il décide qu'il ne peut pas livrer son royaume aux païens sans combattre. Il rassemble sa petite armée de 3000 hommes. Ce sont des paysans pour la plupart, avec un entraînement militaire minimal. La bataille se déroule près du village de Thetford, dans un champ ouvert, sans avantage géographique pour aucun camp. Les Saxons forment un mur de boucliers traditionnel attendant l'attaque viking. Edmund chevauche devant ses lignes, avec une armure brillante et une croix dorée pendant à son cou. Il crie des harangues sur Dieu et la justice. Ses hommes répondent par des vivas faibles qui sonnent plus comme du désespoir que de la confiance. Ils savent qu'ils sont surpassés numériquement 3 contre 1 face à des guerriers professionnels expérimentés. Ivar ne dirige pas personnellement cette bataille. Il laisse cet honneur à Bjorn qui commande l'avant-garde viking. Les tactiques sont directes et brutales. Les Vikings avancent en formation de coin conçue pour briser le mur de boucliers saxons. L'impact est comme un marteau contre du verre. Les lignes défensives chrétiennes se brisent dans les 10 premières minutes.
Les Saxons tentent de se regrouper, mais la panique se propage plus vite que les ordres de leurs commandants ne peuvent voyager entre les rangs désorganisés. Edmund lutte courageusement, il reste au centre du combat, même quand ses hommes fuient dans toutes les directions. Il tue plusieurs Vikings avec sa propre épée avant d'être désarmé et capturé. Les guerriers nordiques le traînent devant Ivar, qui observe la bataille depuis une colline proche. Le roi saxon est couvert de sang et de sueur. Son armure a des bosses profondes, mais son regard maintient le défi même dans la défaite totale. Il refuse de s'agenouiller devant le Viking infirme assis sur son trône mobile. Ivar offre des termes simples. Edmund peut vivre s'il reconnaît la souveraineté viking sur l'Est-Anglie et renonce publiquement à sa foi chrétienne. Il peut conserver le titre de roi, mais comme vassal païen subordonné à la grande armée. Edmund répond en crachant aux pieds d'Ivar. Il préfère mourir en chrétien que vivre en traître à son Dieu. Sa voix est ferme, sans aucun tremblement. Les guerriers vikings respectent cette bravoure, même en préparant son exécution immédiate. La mort d'Edmund est rapide. Une hache traverse son cou d'un seul coup net. Sa tête roule sur l'herbe tachée de sang. Les Vikings la clounent sur une lance et la plantent devant l'église principale de Thetford. Comme avertissement, l'Est-Anglie tombe en 3 semaines. Les villes se rendent, l'une après l'autre, sans résistance significative. Les Saxons apprennent que l'opposition équivaut à l'anéantissement. La soumission signifie la survie sous un nouveau gouvernement. Le choix est clair, même si douloureux. Ivar établit son quartier général dans l'ancienne résidence royale d'Edmund. Les halls chrétiens sont dépouillés de croix et remplacés par des symboles nordiques. La grande armée s'installe en se préparant pour la phase suivante. Ils ne partiront pas après cette victoire. L'Est-Anglie n'est que le début. La Northumbrie est l'objectif suivant. Le royaume où Ragnar est mort. Le royaume où le roi Ael gouverne encore, se croyant en sécurité derrière ses défenses fortifiées. Le royaume qui apprendra bientôt le véritable coup d'avoir tué le père d'Ivar le Désossé. Les mois d'hiver sont utilisés pour consolider le contrôle sur l'Est-Anglie. Les Vikings n'occupent pas seulement le territoire, ils l'administrent, établissent des systèmes de tribus, nomment des jarls locaux pour gouverner des régions spécifiques, construisent des fortifications permanentes aux points stratégiques, amènent des familles depuis la Scandinavie pour établir des colonies. Ce n'est pas une occupation temporaire, c'est une colonisation systématique conçue pour transformer l'Angleterre en extension permanente du monde nordique avec toutes ses coutumes et ses lois. Ivar passe ses mois à planifier méticuleusement la campagne contre la Northumbrie. Il envoie des éclaireurs pour cartographier les défenses d'Ael. Il interroge des réfugiés saxons fuyant vers le nord. Il étudie les modèles climatiques et les routes de ravitaillement. Chaque détail est analysé et catalogué dans sa mémoire extraordinaire. Quand il marchera enfin contre Ael, ce ne sera pas avec une fureur aveugle, ce sera avec une précision chirurgicale conçue pour maximiser la destruction tout en minimisant les pertes vikings. Le printemps arrive et la grande armée païenne marche vers le nord. 10 000 guerriers vikings traversent la frontière de la Northumbrie comme une tempête de fer et de fureur contenue. Ils ne prennent pas la peine de cacher leur avancée. Ils veulent qu'Ael sache qu'ils viennent. Ils veulent qu'ils sentent la peur grandir chaque jour, alors que la distance entre eux se réduit inexorablement. La terreur psychologique est aussi efficace que n'importe quelle arme forgée dans les forges scandinaves. Ael reçoit des rapports quotidiens sur l'invasion. Ces éclaireurs décrivent une force massive qui rase tout sur son passage. Villages entiers évacués, églises brûlées. Les Saxons fuient vers York cherchant protection derrière les murailles de la capitale. Ael convoque ses alliés demandant des renforts urgents, mais les autres rois saxons hésitent. L'Est-Anglie est tombée en quelques semaines. Personne ne veut affronter la grande armée sans garantie de victoire que personne ne peut offrir, honnêtement. York se prépare pour le siège. Les murailles sont renforcées. Les greniers sont remplis. Des puits sont creusés à l'intérieur de la ville pour assurer l'eau pendant des mois. Ael a 5 000 soldats défendant la capitale.
Ce sont des chiffres respectables, mais insuffisants contre la marée viking qui approche. Le roi passe des nuits sans dormir, marchant sur les murailles, observant l'horizon, attendant de voir le premier éclat d'étendards ennemis s'approchant de sa ville condamnée. Ivar arrive aux abords de York, au milieu du printemps. Il établit un campement hors de portée des flèches, mais assez près pour que les défenseurs voient l'ampleur de la force d'invasion. Des centaines de tentes s'étendent sur les champs environnants. Des feux brûlent jour et nuit. La fumée forme un nuage permanent sur le paysage, transformé en préparation militaire. Les Saxons, sur les murailles, regardent horrifiés, comptant les bateaux, les tentes, les guerriers, jusqu'à perdre le compte et l'espoir. Mais Ivar n'ordonne pas d'attaque immédiate. Il attend. Les jours passent sans action militaire visible. Les Vikings campent simplement en mangeant, buvant, s'entraînant. Les Saxons à l'intérieur de York sont confus. Pourquoi n'attaquent-ils pas? Qu'attendent-ils? La tension devient plus insupportable que n'importe quelle bataille directe. Les nerfs des défenseurs s'usent en observant l'ennemi simplement exister hors de leurs murailles, sans rien faire d'évident ou d'explicable, selon la logique militaire traditionnelle. Alors, Ivar envoie un message. Il veut rencontrer Aelle, personnellement, sans garde, juste les deux chefs face à face en terrain neutre entre les armées. Aelle refuse initialement, considérant cela comme un piège évident. Mais Ivar insiste en offrant des garanties. Si Aelle meurt pendant la réunion, les Vikings se retireront de la Northumbrie de façon permanente. Le roi saxon accepte finalement, mu par la curiosité de savoir ce que le fils de Ragnar peut vouloir discuter avant la bataille inévitable. Ils se rencontrent dans un champ vide, visible depuis les deux armées. Aelle arrive à cheval avec une armure complète. Ivar arrive sur son bouclier-char, traîné par ses 4 porteurs loyaux. Les deux hommes s'étudient mutuellement en silence. Aelle voit un jeune infirme qui ne devrait être une menace pour personne. Ivar voit un vieux roi accroché à un pouvoir qu'il a déjà perdu sans le savoir. Le contraste est presque comique. Presque. Aelle parle le premier. Il demande ce que veut Ivar. Le Viking répond avec une simplicité brutale. Il veut qu'Aelle expérimente exactement ce que Ragnar a expérimenté. La fosse au serpent, la mort lente par le venin, l'humiliation publique, le refus d'un enterrement honorable. Chaque détail sera répliqué méticuleusement. Mais d'abord, Aelle verra sa ville tomber, verra son peuple asservi, verra son royaume disparaître de la carte. Seulement alors il mourra, en sachant que son héritage complet a été détruit systématiquement. Le roi saxon tente de négocier en offrant de l'or, des territoires, n'importe quoi. Ivar l'interrompt en levant une main. Il n'y a pas de négociation possible. Ce n'est pas une question de richesse ou de terre. C'est une question de dette de sang payée avec du sang multiplié. Ragnar était un homme. Aelle paiera avec un royaume entier. Les mathématiques sont simples. La conversation se termine. Les deux chefs retournent à leur ligne, sachant que les mots sont finis. Il ne reste que la violence. Le siège commence à l'aube suivante. Les Vikings construisent des tours de siège pendant la nuit en utilisant du bois des forêts proches. D'énormes béliers sont positionnés devant les portes principales. Des catapultes improvisées lancent des pierres et des cadavres d'animaux sur les murailles. Le bombardement est constant. Les Saxons répondent avec des flèches et de l'huile bouillante. Des hommes meurent des deux côtés, mais les Vikings ont des nombres et des ressources illimitées. York a des murailles et un désespoir croissant. Après 3 semaines, les défenses commencent à s'effondrer. Une section de muraille cède sous le bombardement constant. Les Vikings inondent la brèche en hurlant comme des loups. La bataille dans les rues est sauvage et chaotique. Maison par maison, rue par rue, les Saxons luttent avec une bravoure désespérée, mais ils sont épuisés après des semaines sans dormir correctement. Les Vikings sont frais, faisant tourner les troupes constamment. Le résultat n'a jamais été en doute, seulement la durée. Aelle est capturé en tentant de fuir par des tunnels secrets sous la ville. Les Vikings connaissaient ces tunnels.
Des esclaves saxons ont vendu l'information des jours auparavant. Le roi est traîné devant Ivar, qui observe depuis son trône mobile, positionné sur la place centrale de York. La ville brûle autour de lui. Des cris remplissent l'air. Mais Ivar n'a Dieu que pour l'homme qui a tué son père et attend maintenant à genoux dans la boue. La fosse aux serpents est construite sur la même place publique. C'est un trou profond, doublé de pierres. Les Vikings ont collecté des centaines de serpents dans les champs environnants. La plupart ne sont pas venimeux, mais Ael ne le sait pas. Ivar ordonne qu'on le déshabille et qu'on le jette dedans. Le roi saxon crie « En tombant, les serpents s'agitent autour de son corps. La terreur sur son visage est absolue et infantile. Ivar observe sans expression pendant des heures, tandis qu'Ael souffre. Il ne ressent ni plaisir ni satisfaction. Il ressent une complétude, un cercle fermé, une dette payée selon les termes exacts établis par le créancier original. Quand Ael meurt finalement des morsures réelles des quelques vipères venimeuses mélangées parmi les inoffensives, Ivar hoche simplement la tête. Son père est vengé, la Northumbrie est tombée. La grande armée païenne contrôle maintenant 2 royaumes saxons. La grande armée païenne contrôle l'Est-Anglie et la Northumbrie, 2 royaumes saxons transformés en territoire viking en moins de 2 ans. Mais Ivar ne célèbre pas ses victoires. Son esprit est déjà sur l'objectif suivant. La Mercie, le royaume central de l'Angleterre, gouverne les terres les plus riches et peuplées. Le roi Burgred contrôle des ressources qui font paraître pauvres les royaumes déjà conquis. Prendre la Mercie signifierait contrôler le cœur économique et stratégique de toute l'Angleterre. Les frères d'Ivar suggèrent de consolider ce qui est conquis avant de s'étendre davantage. Bjorn soutient qu'ils ont besoin de temps pour assimiler les nouveaux territoires. Witzerk signale que les guerriers sont fatigués après 2 ans de campagne continue. Sigurd mentionne que certains jarls veulent retourner en Scandinavie avec leur butin. Tous des points valides d'une perspective militaire conservatrice. Ivar les rejette tous d'un geste dédaigneux de sa main gauche. Le momentum est tout dans une guerre de conquête. S'arrêter maintenant permettrait aux Saxons restants de se regrouper et de se renforcer. Burgred négocie des alliances avec le Wessex, le royaume le plus puissant au sud. S'ils attendent, ils affronteront une coalition saxonne unifiée au lieu de royaumes divisés se battant seuls. Ils doivent attaquer maintenant, pendant que la peur paralyse encore leurs ennemis, pendant que les Saxons croient encore que la grande armée est invincible et imparable comme une force de la nature déchaînée. L'invasion de la Mercie commence à l'automne de l'année 867 après Jésus-Christ. Cette fois, Burgred est prêt. Il a fortifié chaque ville importante. Il a déplacé des provisions vers des endroits défendables. Il a engagé des mercenaires de toute l'Europe. Il a même un soutien militaire limité du Wessex sous la forme de 500 guerriers expérimentés. La résistance est féroce dès le premier jour. Les Vikings rencontrent une réelle opposition pour la première fois depuis que la campagne a commencé il y a des années. Les batailles deviennent brutales et coûteuses. Lors d'un affrontement près de Nottingham, les Vikings perdent 300 hommes, prenant une forteresse saxonne qui ne contenait que 100 défenseurs. Les tactiques d'Ivar fonctionnent, mais le prix en vie viking augmente dramatiquement. Certains jarls commencent à remettre en question ouvertement si la Mercie vaut le sang qu'ils versent. Les fissures dans l'alliance de la grande armée commencent à apparaître comme des fractures dans la glace qui s'amincit. Ivar répond à ces doutes par une démonstration de force interne. Il convoque un conseil de guerre et déclare que tout jarl qui veut se retirer peut le faire librement. Mais s'ils partent, ils ne seront plus jamais les bienvenus dans les territoires contrôlés par les Vikings en Angleterre. Ils seront considérés comme des lâches et des traîtres. Leurs noms seront effacés des sagas. Leurs descendants porteront la honte pendant des générations. La menace sociale est plus efficace que n'importe quelle menace physique pourrait l'être. Aucun jarl ne se retire. L'orgueil viking pèse plus lourd que la peur de la mort. Mais l'ambiance dans le camp change. Il n'y a plus de chansons nocturnes, ni de célébrations après les victoires. Les hommes sont épuisés.
La guerre qui promettait une gloire rapide est devenue un travail sanglant et prolongé. Ivar le sent, mais ne peut pas montrer de faiblesse. Il doit projeter une confiance absolue, même quand il calcule intérieurement combien il peut encore pousser ses hommes avant qu'ils ne craquent complètement. La bataille décisive se produit aux abords de Repton, une ville avec une signification religieuse pour les Saxons. Burgred concentre ici son armée complète, pariant tout sur un affrontement massif. 10 000 Saxons contre 8 000 Vikings. Les nombres favorisent légèrement les défenseurs, mais Ivar a l'avantage de l'expérience et du moral de guerriers professionnels contre des soldats mélangés à des paysans recrutés de force. La différence est qualitative plus que quantitative. Ivar conçoit un piège élaboré. Il envoie Bjorn avec 2000 guerriers attaquer frontalement les lignes saxonnes. C'est un sacrifice calculé. Bjorn sait qu'il perdra probablement la moitié de ses hommes. Il l'accepte parce qu'il a confiance qu'Ivar a un plan plus grand. Pendant que les Saxons se concentrent pour repousser cette attaque frontale, Hvitserk mène 3000 Vikings dans une manœuvre d'enveloppement à travers les forêts adjacentes. C'est la même tactique utilisée à Lindisfarne des années auparavant, mais à grande échelle. La manœuvre fonctionne parfaitement. Les Saxons piégés entre deux forces vikings entrent en panique. Burgred tente de réorganiser ses lignes, mais le chaos est total. Les guerriers du Wessex tentent de maintenir la formation, mais sont emportés par la marée de soldats merciens fuyant dans toutes les directions. La bataille se transforme en massacre. Les Vikings poursuivent les Saxons sur des kilomètres. Les cadavres marquent le chemin de la retraite comme des signaux macabres de défaite absolue. Burgred s'enfuit avec moins de 100 hommes vers le Wessex, abandonnant son royaume. La Mercie tombe en quelques semaines sans son roi pour organiser la résistance. Les nobles merciens se rendent individuellement en négociant des termes avec les conquérants Vikings. Ivar accepte ces redditions en établissant un gouvernement fantoche. Il installe un noble saxon nommé Ceolwulf comme roi vassal. Ceolwulf gouvernera la Mercie, mais seulement comme administrateur, suivant les ordres vikings. C'est une occupation déguisée en autonomie apparente. 3 royaumes saxons contrôlés. Il ne reste que le Wessex résistant à la marée viking. Mais le Wessex est différent. Son roi est un jeune homme nommé Alfred, qui a étudié chaque bataille qu'Ivar a livrée. Alfred comprend qu'il ne peut pas vaincre les Vikings en champ ouvert. Au lieu de cela, il fortifie des villes clés et prépare une guerre d'usure. Il construit un réseau de fortifications appelé Burs, conçu pour nier le territoire aux envahisseurs, même quand ils ne peuvent pas le défendre activement. Ivar reconnaît en Alfred un véritable adversaire intellectuel pour la première fois. Tous les rois précédents étaient prévisibles. Edmund était idéaliste. Ael était arrogant. Burgred était inconventionnel. Mais Alfred est adaptable, apprend des défaites, change de tactique en se basant sur les résultats. C'est le genre d'ennemi qu'Ivar respecterait s'il n'était pas destiné à se détruire mutuellement. La campagne contre le Wessex sera différente. Ce sera des échecs militaires entre 2 esprits stratégiques exceptionnels. La grande armée marche vers le sud au printemps de l'année 871 après Jésus-Christ. Ivar dirige depuis son bouclier-char conscient que ce sera son épreuve ultime. S'il conquiert le Wessex, l'Angleterre sera complètement viking. S'il échoue, tout ce qui a été construit pendant 6 ans pourrait s'effondrer. Alfred attend derrière ses défenses préparées. Entre eux s'étend le champ où le destin de l'Angleterre se décidera par le fer, le sang et des volontés inébranlables s'entrechoquant jusqu'à ce qu'une seule reste debout. Les 2 armées se rencontrent dans une plaine sans nom. Il n'y aura plus de manœuvres ingénieuses ni de pièges élaborés. Ce sera force contre force, volonté contre volonté. Le viking s'enjambe contre le roi saxon qui refuse de se rendre. Le silence avant la bataille est absolu.
8000 guerriers de chaque côté attendent le signal. Ivar lève sa hache. Alfred dégaine son épée. Le cri de guerre éclate simultanément des deux côtés et l'histoire de l'Angleterre s'écrit avec chaque coup qui tombe sur les boucliers, résonnant comme des tonnerres dans une tempête qui décide qui héritera de ces terres disputées. « Monsieur,